Et bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Neon Genesis Evangelion. Aujourd'hui on termine la série principale, si on peut dire comme ça, avec les épisodes 25-26. Comme vous le savez déjà certainement, les épisodes 25-26 sont extrêmement particuliers et en fait ne peuvent pas réellement être considérés comme faisant partie de la série, mais doivent être considérés comme faisant partie de l'univers. Je commence tout de suite cette vidéo en précisant que la fiche analytique que je tiens, depuis le début de l'analyse de cet animé, n'a pas avancé et n'a pas changé d'un poil après cette vidéo. Tout simplement parce que les éléments présentés dans le 25-26 ne s'accordent pas avec une avancée scénaristique. Evangelion n'avance pas dans son histoire, n'avance pas dans son scénario, mais plusieurs choses sont à retenir et reviendront dans The End of Evangelion et aussi dans les Rebuild. Mais effectivement, quand on est en 1996 et qu'on est face à ces épisodes 25-26 pour la première fois et que donc The End of Evangelion et les Rebuild, ça n'existe pas encore, on peut comprendre la frustration. Mais de là à menacer de mort, effectivement, Hideaki Anno, le créateur, comme certains vont le faire, à cette période-là, c'est peut-être un petit peu extrême, mais on peut quand même comprendre la déception et la frustration des gens à l'époque, parce que les éléments qu'ils vont voir, qui vont être peut-être un peu troublants, bizarres, qui ne font pas réellement de sens. Dès que vous regardez en fait pour Evangelion pour la première fois dans le bon ordre, vous ne connaissez pas encore The End of Evangelion, vous n'avez pas vu les Rebuild, c'est vrai que dès la première fois que vous les avez, c'est impossible d'en dégager quelque chose. Vous ne comprenez rien. Et c'est totalement normal parce que je suis passé par là aussi. Mais ayant re-regardé évidemment les épisodes 25-26 récemment pour créer cette vidéo, eh bien, je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en lien avec ce qu'on verra plus tard. La question qu'on peut se poser, c'est, en vue du contexte particulier dans lequel les épisodes 25-26 vont se créer, s'il n'y avait pas eu ce contexte, il n'y aurait probablement pas eu ces épisodes 25-26, et par conséquent, peut-être, je dis bien peut-être, que même l'existence même en fait des Rebuild pourrait être mis en cause. Tout simplement parce que si l'animé se serait terminé, je dirais, comme c'était prévu, normalement, entre guillemets, The End of Evangelion n'a plus de légitimité vu que The End of Evangelion, ce serait les épisodes 25-26, simplement. Et du coup, les Rebuild, dans ce qu'ils évoquent, peut-être qu'ils auraient existé, mais dans ce qu'ils évoquent, les Rebuild, peut-être qu'ils auraient changé de propos. On revient sur des éléments de l'épisode 25-26 dans un instant. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, les épisodes 25-26 sont évidemment dus à deux raisons pour lesquelles ils sont comme ça. Pourquoi ils sont comme ça? Pour deux raisons, donc je l'ai dit. La première, c'est un manque de budget. Le studio Gainax est évidemment au bord de la ruine. Non, peut-être pas quand même, mais en tout cas, il y a des difficultés financières. Et ça va se voir dans des épisodes qui vont utiliser énormément de plans ou de séquences qui ont déjà été utilisés dans les épisodes précédents, des plans fixes évidemment, et voir des dessins qui sont très simplifiés et carrément des images, des photos qui sont des photos de la réalité, qui ne sont pas de l'animation. C'est assez perturbant, ce qui fait qu'il ne faut pas essayer vraiment de relater ce que l'on voit avec ce que l'on entend dans ces épisodes. Ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Il ne faut pas essayer de faire des liens, à quelques exceptions près évidemment. Il y a une séquence en particulier dans laquelle on va revenir dans l'épisode 26 qui est là pour le coup, il faut observer. Mais c'est vrai que des fois il y a des trucs, ça n'a pas de sens par rapport à ce que l'on entend. Et donc la deuxième raison, c'est la violence. Le côté trop violent, trop brutal des épisodes 25-26 qui étaient initialement prévus par Hideaki Anno. Ces épisodes 25-26 se retrouveront dans The End of Evangelion. Et tout de suite, quand on regarde The End of Evangelion, on en reparlera, on comprend pourquoi il y a eu ces deux raisons. Parce que déjà, le film The End of Evangelion fait plus d'1h15, ce qui veut dire que grosso modo, il aurait fallu faire des épisodes 25-26 de 35 à 40 minutes, ce qui est évidemment beaucoup plus cher vu que c'est beaucoup plus long. Et secondement, la violence et le côté un peu brutal de ce film, on le ressent assez vite, pour beaucoup de raisons, sur plusieurs aspects. On y reviendra évidemment en temps voulu sur sa vidéo, qui lui sera consacrée bien sûr. Mais on comprend en regardant The End of Evangelion ces deux raisons que j'ai citées. Maintenant qu'on a ça, on peut partir dans l'analyse. Épisode 25, un monde s'achève.
diffusé pour la première fois le 20 mars 1987. On retrouve du coup notre Shinji. Dans ces épisodes 25-26, on va beaucoup changer entre les personnages. Ce qu'on nous apprend, c'est que donc, Shinji, il est triste d'avoir tué Kaoru. On reprend un petit peu l'épisode 24, où il s'en veut d'avoir tué Kaoru. Parce que il le sentait proche de lui, parce que c'était un être humain, mais en même temps cette confrontation qui devait le tuer absolument, parce que c'était un ange. Ange, humain, le côté de ce qu'il représente physiquement et ce qu'il est réellement, cette dualité pèse lourd en fait dans le subconscient de Shinji, qui s'en veut énormément. Avec Misato, qu'on le rappelle à la fin de l'épisode 24, et cette rassurer Shinji sur le fait qu'il a bien fait de faire ça. On apprend aussi très vite dans cet épisode que le plan de complémentarité de l'homme a eu lieu. Malheureusement, ces épisodes 25-26 ne nous permettent pas de répondre ce que c'est exactement, à part que c'est un effacement des barrières entre tous les humains, et qu'ils se rassemblent pour ne former qu'un. Mais c'est tellement brouillon, c'est tellement pas clair de comment ça se passe, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui le déclenche, pourquoi Shinji est au centre de tout ça en fait, pourquoi c'est lui qui est l'élu, enfin l'élu en fait, on sait même pas si c'est vraiment un élu, mais pourquoi c'est lui? Ces réponses on les a pas. C'est pour ça que j'ai décidé de pas changer la fiche analytique. J'ai décidé de ne pas prendre en compte les épisodes 25 et 26 pour l'analyse totale d'Evangelion, mais plutôt prendre les épisodes 25-26 pour comprendre mieux, et c'est une analyse de personnages peut-être plus approfondie, et c'est très intéressant de les regarder, hein. Je ne vous dis pas qu'il faut les skipper, il faut les regarder ces épisodes, mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez regarder en fait cet épisode 25 au milieu de l'animé, ça ne changerait rien. Il n'y a pas de chronologie. On pourrait regarder l'épisode 25 après l'épisode 4. Bon, évidemment, ça n'aurait pas de sens après l'épisode 4, vu qu'il n'y a pas Asuka encore, elle n'est pas introduite encore, et qu'évidemment, qu'on s'appuie sur tous les éléments des 24 épisodes. Mais si l'épisode 25, ce serait l'épisode 13, on s'appuierait sur les éléments des 12 premiers épisodes. Et finalement, ça ne changerait rien, parce qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de sens en fait chronologique dans ces épisodes-là. C'est bien pour ça que je dis que l'histoire n'avance pas et ne se conclut pas. Et c'est d'où la frustration des gens de l'époque. Finalement, il y a beaucoup de choses qui sont répétées et qu'on connaît déjà. Notamment le fait que Shinji a peur de son père, mais pas vraiment peur de son père. On va aller un peu plus loin en fait dans l'analyse et dans la compréhension de Shinji. Il n'a pas peur de son père, il a peur de l'abandon de son père, la peur du rejet. Finalement, on part du père de Shinji encore qu'il déteste, mais on va s'étendre ça plus à la globalité et des relations que Shinji a avec les autres personnages, puis avec les autres humains, puis en fait les humains en général. L'espèce humaine. Donc on va élargir de plus en plus pour comprendre en fait le phénomène que Shinji a envers son père est un comportement logique. Il va y avoir beaucoup de psychologie en fait dans ces épisodes qui sont des éléments qui, selon la psychologie humaine, me semblent plutôt corrects et justes. Il y en a plusieurs qui reviennent dans les épisodes 25-26. Lorsqu'il appelle tout le monde aussi, Shinji, il y a un passage où il va appeler tout le monde, il va commencer par Misato. On va dire le premier réflexe qui peut me protéger, c'est Misato. Il va appeler Asuka après, celle qu'il aurait pu aimer éventuellement, puis Rei, une amie, et puis il appelle tout le monde, et il va finir par papa, maman. Le miroir, évidemment, Misato Misato maman, la mère de substitution, la mère réelle, et juste avant maman, il y a papa. Encore une fois, cité dans les derniers, comme si Shinji ne voulait absolument pas être aidé par lui. Il le cherche, mais il ne le trouve pas. Il est en train de le chercher, il cherche l'amour que son père pourrait lui porter, mais en même temps il en a peur. Il veut s'en écarter, mais en même temps il veut y aller. La complexité en fait de Shinji et dans ses incohérences, en fait, dans ses choix, est très bien représentée dans cet épisode, dans la mesure où on ne comprend pas mieux en fait. Et c'est ça qui est frustrant en fait pour la plupart des gens qui vont regarder à Evangelion, c'est qu'on ne comprend pas en fait clairement en fait ce que ces épisodes essaient de nous dire. Et il faut l'avouer, ok, peut-être que Anno a bien tourné le truc pour nous faire passer ces messages, mais est-ce que ces messages qu'il essaie de nous faire passer dans ces épisodes, il aurait essayé de les faire passer si les épisodes 25-26 se seraient déroulés normalement? En vue de comment The End of Evangelion est construit, on peut en douter. Mais est-ce que The End of Evangelion a été modifié parce qu'il y a eu les épisodes 25-26 qui ont été faits avant? Ça, on ne le saura jamais. Les questionnements justement que Anno essaie de nous faire passer à travers ces épisodes-là auraient existé si Gainax avait un budget limité. La question, on peut se poser, et à vrai dire, évidemment, j'ai pas la réponse. Ça, que Anno peut répondre à cette question.
finalement, c'est ce que Asuka va aussi dire, hein, que donc Asuka va dire à Shinji qu'il a besoin des autres pour exister. Puis après ce passage-là, d'ailleurs, il y a Rei qui s'illumine juste derrière pour dire que en fait, Asuka c'est pareil. Et c'est là qu'on va changer vers le cas Asuka. Quand je dis Asuka, Rei, Shinji, Misato, qui se parlent entre eux, faut bien garder à l'esprit qu'on est dans la complémentarité totale. On n'est pas sur des entités séparées, on est sur une espèce de mélange où Shinji est à la tête d'une certaine manière, et le centre en fait de tout ça, selon le bon vouloir en fait de Yui Ikari, c'était sa volonté. Et voilà, et tout cela s'imbrique donc quand c'est Asuka qui parle à Shinji, c'est pas vraiment Asuka physiquement en tant qu'individu. C'est plus ce qui reste de son âme, de son cœur. Elle s'imagine dans son Eva, toujours protégée des autres. Elle se protège vu qu'elle se sent inutile. Elle croit que personne ne l'aime. Tout le monde la rejette. Exactement le même mal que Shinji. Là aussi, on a un parallèle intéressant entre Asuka et Shinji, où ils se sentent inutiles et pas aimés des autres. Une chose qui est évidemment fausse, on en revient à l'épisode 26, pour Shinji en tout cas, mais Asuka, on va la laisser un peu dans sa merde en fait. C'est ça qui me dérange peut-être avec ces épisodes 25-26, c'est que les personnages, tous les personnages ont l'impression un peu de laisser en fait dans leur caca, alors que tous ces personnages-là vont aider à la reconstruction et la découverte de soi-même de Shinji dans ces épisodes. On laisse un peu de côté les autres. C'est un peu dommage. Peut-être le reproche que j'ai à faire à ces épisodes-là. Parce que Asuka a aussi cette peur d'être seule. Elle a le comportement de l'attachement et l'angoisse de la séparation. C'est des textes évidemment qui sont affichés, qui sont notés en blanc ou en noir sur fond noir ou sur fond blanc. Ça dépend évidemment de l'écriture dans la couleur opposée du fond. Sinon c'est pas pratique à lire forcément. Donc on a ce côté-là de cette fuite, de cet enfermement que Asuka se fait par rapport aux autres parce qu'elle se sent inutile et donc les autres ne peuvent pas l'aimer. Alors Shinji ne se sent pas aimé et veut se rendre utile. On a vraiment cette similarité entre Asuka et Shinji. Après, est-ce que c'est parce qu'il y a le plan de complémentarité de l'homme qui est activé et qui donc par conséquent pollue les âmes entre elles se polluent entre elles, vu qu'elles sont en train de se compléter? C'est possible. Mais c'est vrai que de ce qu'on a vu d'Asuka, notamment sur les derniers épisodes, on a bien vu que son mal-être était réel et que donc son comportement et son analyse qu'on peut en faire se rapprochent beaucoup de celle de Shinji. Mais n'est pas totalement pareil dans le sens où Shinji est plus dans l'enfermement et la fuite des autres, alors que Asuka se crée une personnalité très forte pour pouvoir être utile et se sentir là jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait, dans certains domaines, elle peut être moins forte que les autres. Et c'est là qu'elle perd confiance, et là, elle se sent vraiment inutile. Et elle en arrive en fait à la situation de Shinji. Ensuite, on passe à Rei. Alors Rei, c'est toujours la question du qui suis-je, avec Gendo qui a créé son âme, de par le discours qui est tenu entre les trois Rei, les trois versions de Rei, la Rei 1, 2 et 3, la Rei enfin tuée par Naoko, Akagi, pardon. Évidemment, la deuxième qu'on a vue pendant quasiment tout l'animé, qui est mort à l'épisode 23. Et la troisième qui est évidemment celle qui naît après l'épisode 23. Ces trois Rei discutent entre elles pour dire que Gendo les a créées et que donc Rei est un objet. Ça c'est la première fois qu'on l'entend et c'est assez fort mais assez vrai en soi. Rei est un objet, factuellement. Et c'est ça qui est assez triste. Et Rei ne s'accepte pas. Comme telle, elle se considère comme un être humain parce que c'est les souvenirs qui l'ont forgée. Elle va dire elle-même, je suis devenue moi grâce au temps qui s'est écoulé depuis ma naissance. C'est Rei Ayanami qui va le dire directement dans l'épisode 25 et ça montre réellement l'une des premières analyses en fait psychologiques qu'on peut faire de cet épisode-là. C'est la condition humaine est forgée par ce que l'on vit, par ce que l'on croise, depuis notre naissance, par nos observations, notre éducation, et que ça ne se fait pas, ça ne se crée pas, ça ne s'implémente pas comme une petite puce électronique qu'on mettrait dans le cerveau. C'est un apprentissage, un vécu, une expérience. Et effectivement, on a souvent vu Rei dans l'animé dire qu'elle souriait pour la première fois, pleurait pour la première fois, elle ressent des émotions pour la première fois, et c'est une sorte d'apprentissage. Vu qu'évidemment, quand elle sort de la bassine de clone, elle ne sait rien. Et ça, c'est un peu Shinji qui va l'ouvrir les yeux progressivement. D'où le lien très important entre Shinji et Rei,
qui va toujours avoir son importance, y compris également dans les rebuilds. Mais ça, on va en reparler. Mais Rey aussi, elle désire la mort, le néant, le désespoir. Ce qu'elle veut en fait, c'est mourir pour retourner à ce néant-là. Ce néant qu'elle considère d'où elle vient. Elle vient du néant. On ne sait pas trop d'où ça sort, mais peut-être que elle entend par le néant, par le rien. Elle vient de rien. Parce qu'évidemment, elle n'a pas de parents. Son père, c'est peut-être Kendo, si on veut dire. Mais en fait, on ne sait pas vraiment de quoi elle est constituée. À part Yui Ikari, et une autre forme d'entité qui ressemble plus à celle d'un ange. On ne sait pas encore exactement ce que c'est. Mais quoi qu'il en soit, on a une Rei qui est vraiment considérée à la fois comme un objet, comme un clone, comme un réceptacle. C'est des termes qui sont revenus sur elle souvent. Et donc, elle ne sait plus où se placer. Elle ne se sent plus utile et ça remet en doute carrément sa condition d'être humain. Vu qu'elle se rend bien compte que c'en est pas un. Et là, la complémentarité a lieu. Parce que, effectivement, je vous ai un peu menti. Le plan de complémentarité, en fait, n'a pas eu lieu. Ces plans qu'on a eu sur Shinji, Asuka et Rei, c'était Shinji, Asuka et Rei séparés. On n'était pas encore dans le plan de complémentarité. Oui, j'ai fait exprès, je le savais, mais le plan de complémentarité, en fait, intervient au milieu de l'épisode 25. Comment il s'est passé? Qu'est-ce qui l'a déclenché? On ne sait pas. Ce n'est pas animé. Low budget, on n'a plus de sous-sous, donc il n'y a rien. On ne sait rien de ce qui s'est passé et comment il a lieu. Mais quoi qu'il en soit, il a eu lieu. La complémentarité des âmes et des cœurs, et on va voir des plans où on a Ritsuko et Misato qui sont tués, apparemment par balle. Évidemment, pour l'instant, ça ne nous évoque rien. Mais qu'est-ce qui se passe pour Ritsuko et Misato sont tués par balle? Évidemment, si vous avez lu le manga, et surtout vu The End of Evangelion, bien sûr, on va comprendre ce qui s'est passé. Mais effectivement, on a l'impression que là, on est l'après-plan de complémentarité. Donc c'est-à-dire que là, on a eu les débuts d'introspection et après plan de complémentarité. Donc en fait, au milieu, vous pouvez caler tout The End of Evangelion. En gros. Et ce qui va se passer après ce petit écrit, tout simple, qui dure quelques secondes, c'est le plan de complémentarité quand il a eu lieu. C'est ce qui se passe en fait à la fin de The End of Evangelion. Sauf la dernière séquence où Shinji refuse finalement tout ça et se libère avec Shinji et Asuka qui se retrouvent sur la terre ferme. On reparlera de cette séquence aussi, elle est très importante. Donc finalement, on a quasiment tout The End of Evangelion qui est réduit en 20 secondes en fait. Mais The End of Evangelion, évidemment, à cette époque-là, il n'existe pas. Donc on peut pas l'inventer. Forcément, donc encore une fois, je pense aux fans de l'époque. Les parties du cœur que chacun connaisse. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, Shinji et Misato, là on passe au cas Misato, Shinji et Misato se parlent entre eux, où Shinji se dit être la partie de lui qui existe dans le cœur de Misato. Et Misato est la représentation de ce qui existe dans le cœur de Shinji. C'est-à-dire que ce sont des parts de cœur, tous les cœurs humains se rassemblent en un et créent une seule entité. Et c'est ça le plan de complémentarité de l'homme. C'est la connaissance de tous les humains. L'assemblage. Comme une espèce de tour que l'on fera en Lego en fait. C'est un peu ça. Misato était une enfant sage pour faire plaisir à son père. Elle détestait ça. Elle n'aimait pas ça. Et c'est pour ça qu'elle a voulu salir. Devenir cette fille un peu libre, disons, de son corps, avec Ryoji. Et ça lui a fait peur. Parce qu'elle s'est retrouvée à essayer de chercher du coup en Ryoji son papa. En se salissant. Des côtés un peu pervers. De telle manière que son amour qu'elle porte à Ryoji et la haine qu'elle a avec son père. Mais aussi on peut croiser ça avec l'amour qu'elle porte avec Shinji, qui est évidemment très différent, qui est un amour plus maternel. Tout cela se mélange, tout cela est confus, de telle manière qu'on a une séquence même qui dit, où il y a une voix de Misato qui dit à la Misato qui est présente sur la chaise, qu'on va montrer littéralement une scène de sexe de Misato à Shinji. Et Misato, qui est assis sur la chaise, refuse cela. Mais tout cela montre sa confusion avec la relation avec les gens. Entre les plaisirs du corps, encore une fois, la fuite et l'énervement, je dirais, la prise sur soi de tous ces éléments qui lui faisaient du mal, c'est-à-dire d'être la gentille fifi à son papa, ça lui plaisait pas du tout. Ce côté de se salir, mais en retrouvant quelqu'un qui ressemble à son père, et ne n'est pas capable de faire ces discernements d'amour, en fait, de différents degrés d'amour. C'est du coup la confusion qu'il y a au sein de Misato. Cette Misato qui va nier, en fait, ne pas connaître cette différence entre l'amour physique, sensuel,
et l'amour des proches. Et que cet amour des proches est transmis à la fois par Ritsuko, son ami, mais également beaucoup plus sur Shinji, qui est évidemment son fils, si on veut, en quelque sorte. Elle a peur de la solitude, elle fuit les autres, elle a aussi le même problème que Shinji, elle porte un masque devant les autres, c'est ce qu'on va dire aussi. Donc là encore, on en apprend plus et on comprend mieux la complexité de Misato. Mais là encore, avec ces textes pas clairs, j'essaie en fait de retransmettre, mais je me rends compte que je suis pas très clair non plus, parce que c'est difficile en fait de dégager un texte clair et précis d'éléments pas du tout clairs et pas du tout précis. Même si on comprend en fait, si on se penche réellement sur les textes de ces épisodes, on peut comprendre en fait ce que Hano essaie de nous dire à travers ses personnages, mais c'est très très compliqué. On a le même principe avec Asuka. Rejet de la mère, sa mère de remplacement. Une mère qui va dire qu'elle peut arrêter d'être la maman à un homme. Elle va dire à un homme, je peux cesser d'être la maman d'Asuka quand je veux. Évidemment, cet homme, c'est le père biologique d'Asuka. Donc là, on a cette proximité entre le père et la mère, où la mère de remplacement d'Asuka rejette les mythes de sa fille. Enfin, dit clairement, cette fille qu'elle peut rejeter à tout moment. C'est pour ça qu'Asuka s'est isolée, encore une fois. Et s'est construite elle-même, finalement. Après aussi le traumatisme du suicide de sa vraie mère. C'est un peu cette folie de la persuasion que Asuka s'est mis à elle-même, que tout le monde lui veut du mal. Tout le monde veut lui faire du mal psychologique ou physique. Par le traumatisme de la poupée que sa vraie maman possédait, et évidemment d'avoir vu sa vraie maman suicider avec la poupée dans la main. Horrible. D'ailleurs, le petit doudou qui ressemble à un singe, qu'on voit souvent déchiré, on peut comprendre assez facilement qu'il a été déchiré par la mère remplaçante. Donc c'est-à-dire une sorte de fuite, de refuge pour une enfant de cet âge-là, un doudou qu'elle garde toujours auprès d'elle, déchiré par celle qui représente la maternité, alors que la première maternité s'est suicidée avec une poupée considérant sa fille comme une propre poupée. Le traumatisme, et c'est à ce moment-là que le cerveau d'Asuka a complètement déraillé, et qu'elle s'est recroquevillée sur elle-même. En même temps, vu ce qu'elle a vécu, on peut que la comprendre. Ce qui est aussi assez bizarre dans cette fin d'épisode 25, c'est qu'on a, pour rappeler aussi que tout cela c'est de la volonté de Shinji, que Shinji est au centre, il y a des projecteurs. Sur les questionnements, sur ces gens qui sont sur une chaise, on a des projecteurs partout autour. On pourrait croire au début que c'est plus pour faire genre interrogatoire, chacun se dévoile aux autres, mais en réalité on se rend compte que c'est des projecteurs de cinéma, avec une pièce de théâtre. Et là on commence à voir un truc venir énorme, et là on se dit, c'est pas possible, ils vont pas faire ça, et s'ils vont le faire. Mais ça va être plus visible dans l'épisode 26. Et justement, épisode 26, la bête qui criait moi au centre du monde. Diffusé pour la première fois le 27 mars 1996. On commence directement en 2016, un an du coup après le début du plan de complémentarité de l'homme. On est toujours dans cette délire d'introspection, il n'y a rien qui a changé, on est toujours dans ce plan de complémentarité. Mais ça a pris un an. À vrai dire, en fait, la temporalité n'est pas très importante parce qu'il n'y a aucune notion du temps en fait dans tout ce qui se passe. Ce qu'on suggère dans le plan de complémentarité, c'est évidemment que ça se complète. Mais vraiment par le dialogue, par la pensée, par les envies, par les pulsions, par tout en fait, les désirs, les craintes, la haine, la peur, tout cela se rassemble, que ce soit donc les 5 protagonistes principaux, à savoir évidemment Rei, Asuka, Shinji, Misato et Ritsuko. Alors pourquoi pas Gendo? Ça c'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'on serait tenté de dire, oh attendez, on va mettre Gendo quand même dans les personnages importants. Oui, mais il est mis à part en fait de ça, parce que Gendo est un peu l'instigateur, le créateur de tout ça, celui qui l'a voulu, aux côtés évidemment de Yui Kari, qui est décédé évidemment, mais qui est toujours présente dans ces plans-là. On parle du coup beaucoup de la complexité humaine, de la condition humaine. Les hommes s'attirent, se repoussent, et s'ils s'attirent trop, bam, ça s'écrase. Le dilemme du hérisson, on en a déjà parlé évidemment, ou si tu te rapproches trop, ça peut faire mal. Mais ce plan de complémentarité force au rapprochement, à la fusion, à la combinaison, et justement c'est ça qui fait peut-être encore mal. Parce que tous ces personnages-là ont encore du mal à se comprendre sur certains points, malgré le fait qu'ils sont en train de se compléter. Un peu forcés en fait par le destin, si on veut. On a aussi cette peur de l'abandon, je l'ai déjà dit, par rapport à Gendo, où Shinji a peur d'être isolé, a peur que personne ne l'aime, il se sent pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas, donc il ne peut pas se sentir aimé. Ça aussi, c'est un principe humain que je trouve assez vrai. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas considérer que les autres puissent t'aimer. Et c'est exactement ce qui arrive à Shinji. Et ça, c'est un concept qui est très humain, des problèmes que nous, en tant qu'êtres humains, on s'invente.
Mais je trouve cela plutôt réel dans la condition humaine en général. D'ailleurs, c'est exactement ce passage avec le téléphone vert qu'on a déjà vu, où tous les personnages, littéralement tous, vont dire « je te déteste » ou « je te hais » à Shinji. Et on va lui dire derrière, dans les voix dans sa tête, avec Rei, Asuka et tout ça, que c'est lui-même qui s'est convaincu qu'ils aient dit ça. Mais c'est vrai que dans ces dialogues, il y a certains personnages qui disent « je te déteste »,« je te hais ». Ils l'ont jamais dit dans la série, en fait. Alors, certains personnages l'ont dit, mais certains ne l'ont jamais dit. Shinji s'est persuadé, en fait, que tout le monde le haïssait, alors que c'est pas vrai. Et c'est ce que ce plan de complémentarité de l'homme, ces autres qui font partie de lui-même, essaient de lui dire. L'Eva représente tout ce que j'ai. Piloter l'Eva pour sentir une condition, pour se sentir utile. Asuka Shinji, rapport évidemment à la maternité bien sûr. Et puis ensuite on a Shinji et les représentations. Ça part dans tous les sens, hein, je suis bien d'accord. La représentation physique telle que tout le monde le voit, mais la représentation crayon et la représentation du nom. C'est-à-dire que des fois on le représente comme un nom, écrit en caractère japonais Shinji Ikari. Et des fois comme des dessins au crayon. Et alors moi ce que j'en ai fait l'analyse, c'est que les dessins en crayon c'est les représentations amateurs. C'est-à-dire ce que nous, en tant que spectateurs, on va voir. Ça parle directement au spectateur, là. Et le nom, ce serait peut-être une façon de nommer son personnage par les créateurs, par Hideaki Anno. Et moi, ce que je me dis, c'est que tous ces passages écrits que l'on voit, ces commentaires, ce sont des commentaires de narrateurs. Mais c'est qui le narrateur? Le narrateur, c'est Anno. C'est Anno qui est en train de parler à ses personnages. Moi, c'est comme ça que je le comprends. En tout cas, tous ces discours qu'il y a partout, même si avant, ils étaient très légers, que c'était plutôt pour un côté vraiment narratif. Là, on est plus sur un narrateur qui intervient, qui parle à ses personnages. Et c'est ça que je relève dans ce passage. Puis justement, avec ces représentations crayon, bah justement, on va retrouver Shinji qui est sur une feuille blanche en train de voler. Simple. Il a la liberté absolue, mais il est dans le vide. Il a le droit à rien. Il ne peut rien avoir, et du coup, pour lui, il trouve ça nul. Et on lui donne un exemple. On dessine un trait. Il y a le sol, il y a l'air. Mais tu perds une de tes libertés. Autrement dit, la création humaine nous impose des limites. Et c'est exactement ça. C'est que Shinji a perdu une liberté parce qu'on lui a mis une limite qui est de marcher sur un sol. Il n'a plus le droit de voler. Il se représente comme il veut. C'est lui qui est en train de créer l'univers. Shinji est en train de devenir Anno. Shinji est en train de devenir le créateur. Shinji est en train de devenir un créateur de monde. Même si c'est pas très clair encore une fois, Shinji est en train de façonner un nouveau monde. Et c'est exactement ce qu'il va faire dans la suite de l'épisode. Parce que l'être humain, pour se représenter lui-même dans sa forme, a besoin des autres. Pour se représenter. Je vois un autre être humain avec moi, je me dis, ah oui, je suis comme ça, physiquement présent. Et quelle est la première représentation que chaque être humain, selon Évangélion, c'est la maman. La première personne qu'on a vue. Cette proximité avec cette image qui revient souvent où Yui Ikari est en train d'allaiter Shinji, c'est pas totalement un hasard non plus. Le fait que ce soit les mères, a priori, des pilotes qui soient à l'intérieur des Évangélions, c'est pas totalement un hasard non plus. Et effectivement, rien n'est un hasard dans Évangélion. Et ensuite, Shinji se réveille dans la réalité. Mais pas dans la réalité, dans sa réalité. Une réalité où Asuka est une amie d'enfance. Où ses parents sont toujours là. Yui et Gendo. On voit pas Gendo. Gendo n'est même pas nommé dans cette séquence. Il a un journal devant, on ne voit pas sa tête. On ne voit pas sa tête, mais on comprend que c'est Gendo. Yui l'appelle juste mon chéri, alors que Gendo va appeler Yui Yui à un moment. Donc on comprend qu'il y a Yui et Gendo, mais on ne sait pas vraiment que c'est Gendo. Donc Asuka, c'est ami d'enfance de Shinji, et du coup, ils y vont. À l'école, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'Eva. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et il y a une nouvelle élève qui arrive, qui est très démonstrative, qui parle beaucoup. Et cette nouvelle élève, c'est Rei. Il n'y a pas besoin d'avoir vu tous les épisodes d'Evangélion pour comprendre qu'on n'est plus dans le même univers. Parce que c'est Shinji qui a créé son idéal, sa vie à lui. Là où il y a une proximité amicale avec Asuka, voire peut-être qu'il peut tourner vers la romance. Une Rei qui est plus ouverte à lui, par le discours. Une Misato qui est professeur, qui reste près de lui pour l'enseigner la vie, mais avec un papa et une maman qui sont là pour lui. C'est sa représentation du monde, telle qu'il aurait aimé la voir. Mais on ressemble beaucoup au monde précédent. Et si vous avez vu les Rebuild of Evangelion, vous vous rendrez compte, surtout si vous avez vu le dernier, le 4e, vous vous rendrez compte très bien de là où je veux en venir. Le cycle d'Evangélion. Évangélion est un cycle sans fin. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal à accepter. Évangélion n'a pas de fin. Évangélion est terminé pourtant aujourd'hui. Évangélion n'a pas de fin parce que
C'est un cycle. Pour l'éternité. On en reparlera dans les Rebuild, évidemment. On nous enseigne aussi que la réalité, ce ne sont que des représentations des gens. C'est ce qu'a fait Shinji, une représentation de sa propre réalité. Et ensuite, on parle de la vérité, qui sont aussi des représentations, mais des analyses, des comportements, des gens qui décident que moi j'aime les choses. Effectivement, je suis heureux les jours de beau temps et je suis triste les jours de pluie. Mais si toi t'es pas d'accord avec ça, tu l'as le droit, c'est ta vérité. Même si ces discours sont un peu bateaux, sont un peu classiques, d'être content les jours de beau temps, d'être triste les jours de pluie. C'est vrai que ces discours sont un peu débiles, on pourrait le penser, mais en vrai, ils évoquent totalement cette condition, en fait, de Shinji dans ce bordel absolu et dans la conception du monde qu'il est en train de créer et qui vient de créer avec Asuka qui raye Misato et ses parents qui ont des rôles totalement différents de la vraie réalité. Mais qu'est-ce que la vraie réalité ? Qui a créé la réalité ? Est-ce que Shinji est là depuis le début ? Est-ce qu'il y avait un autre Shinji qui a créé le monde de Shinji ? Est-ce qu'en fait cet autre Shinji n'est rien d'autre que les anges ? Ou Lilith ou Adam ? Évidemment, Evangelion ne répond pas à cette question et nous laisse imaginer ce que l'on veut. Finalement, Shinji, il arrive à s'accepter. Il se dit, oui, je peux exister. Je suis aimé des autres. Je m'en fiche en fait que les autres puissent ne pas m'aimer. Je me sens utile, je me sens aimé par ceux que j'aime réellement. Et voilà, il brise la vitre se brise, et tout le monde fait félicitations. Tout le monde lui parle, tout le monde lui dit félicitations, tous les personnages, les derniers étant ses parents, ensemble, Gendo et Yui, comme pour dire bravo mon fils, tu es devenu quelqu'un, et tu as fini par t'accepter toi-même. Et c'est comme ça que l'épisode 26 va se terminer. Et au passage, la première étape de l'univers Evangelion. Très belle fin de séquence, qui est peut-être la seule qui fait réellement du sens dans ces épisodes. Donc voilà, on est face du coup à quelque chose qui est pas simple à comprendre, qui est difficile à analyser. J'ai fait du mieux que j'ai pu, hein, mais je pense que j'ai pas été tout à fait clair. À vrai dire, voilà, je pense être quand même si j'ai pas été clair de ouf, j'ai été, je pense, plus clair que les épisodes 25-26. En même temps, c'est difficile de faire moins clair. Ce que je veux dire, c'est que on peut en dire beaucoup de choses. Il peut y avoir des centaines d'interprétations différentes. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Qu'on est vraiment sur les analyses de comportement et des fonctionnements de la société humaine, que ce soit l'amour, l'amitié, les représentations, la réalité, la vérité, toutes ces choses-là, des choses qui sont abstraites et dont chacun sur cette planète peut avoir une représentation différente, mais quand toutes ces représentations se retrouvent au sein d'une même entité, le plan de complémentarité de l'homme, ça devient extrêmement pas clair. Et donc, c'est difficile d'en dire quelque chose et d'en faire une analyse précise. C'est pour ça que j'ai décidé de rien ajouter sur la fiche analytique. Quoi qu'il en soit, la vidéo va se terminer maintenant. On se retrouve la semaine prochaine, hein, évidemment, pour la 22e vidéo sur un film d'animation. On parlera d'un film d'animation, d'un nouveau réalisateur et exactement de la même année que la vidéo précédente qui a été faite sur un film d'animation. J'en dis pas plus. Et évidemment, dans 2 semaines, on parlera des Revival of Evangelion avec évidemment Death and Rebirth. On va parler aussi de Destro qui arrive parce que c'est des versions différentes, hein. Il y avait quelques petites séquences. On va surtout, évidemment, on va pas revenir sur les séquences qui sont déjà apparues. On va parler de toutes les séquences qui ont été rajoutées. Avant donc de parler de The End of Evangelion, on va parler du coup de tous les films résumés qui ont existé autour d'Evangelion. Avant de parler de The End of Evangelion, puis après de tous les films Rebuild, avant de conclure. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.